Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Nous avons le plaisir de vous recevoir encore une fois pour discuter d'un autre sujet d'actualité dans notre émission Géopolis, qui est une émission où nous décryptons l'actualité sur le continent africain. Ce soir, nous avons donc le plaisir de parler de la République centrafricaine où se trouve encore une autre actualité basée sur le conflit post-électoral. Comme vous le savez, les élections ont eu lieu le 27 décembre dernier, c'est-à-dire 2020. Et après ces élections, le président Archange Touadéra a été reconduit encore une fois à son poste de président de la République. Le peuple l'a voté, mais simplement qu'il y a un conflit qui a accompagné sa réélection. Parce qu'il y a eu des contestations, il y a eu le camp de l'opposition qui n'était pas d'accord avec la manière dont ces élections ont été organisées, et à plus forte raison, cette victoire a été contestée de bout en bout. Mais qui est derrière ce conflit? Parce que non seulement avant les élections, le président Touadéra avait pactisé avec les rebelles qui n'avaient pas combattu suffisamment, tel que le disent donc l'opposition, mais également après sa réélection, les mêmes rebelles justement reviennent à la charge pour bloquer le fonctionnement des institutions. Mais qui est derrière eux? On aura remarqué que le président Bozizé, l'ancien président de la République, celui-là même qui avait fait des choix partagés à l'époque par un coup d'État, parce que c'était un militaire, et c'est lui encore qui revient au pays, reçu par l'actuel président de la République lorsqu'il va quitter son exil. Il va revenir au pays, il sera reçu, il va même mener sa campagne au pays pour la magistrature suprême. Mais sa candidature n'a pas été retenue. Mais voilà, aujourd'hui, son nom est cité parmi les commanditaires de toutes ces rébellions actuellement en République centrafricaine. Ainsi donc, pour parler de ce sujet, nous avons sur ce plateau, en duplex, un ancien ministre de la Communication et porte-parole de la primature du gouvernement de transition, M. Adrien Poussou, qui a accepté justement de nous éclairer sur la situation réelle en République centrafricaine. Nous allons discuter avec lui et il va nous expliquer, en tout cas pour l'intérêt de tous les Africains, de là où il est actuellement, à nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas en Centrafrique. Et donc, M. Adrien Poussou, bonsoir. Bonsoir, Toko, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
Merci, monsieur l'ex-ministre de la Communication et porte-parole de la primature. C'est avec plaisir justement que nous vous recevons hein, dans le cadre de cette émission Géopolis, donc, qui décrypte l'actualité sur le continent africain. Vous avez été l'un des acteurs majeurs de la politique centrafricaine pendant la période de la transition et nous aimerions discuter avec vous, d'abord faire une petite rétrospective sur la période de Bozizé, parce que je rappelle que vous êtes arrivé au gouvernement après le départ de Bozizé, et donc vous avez accompagné le gouvernement de transition. Est-ce que vous souhaiteriez en tout cas nous donner un bref rappel justement sur cette période de transition et on va parler ensuite de la situation de la gouvernance de Mme Samba Panza en passant par les élections de Tondera de son premier mandat et toutes les promesses qu'il avait données au peuple centrafricain. À vous la parole, monsieur l'ex-ministre. Oui, merci, monsieur Kitoko. Merci de m'avoir invité dans cette émission. François Soudan et Georges Dougueli ont écrit en avril 2013 qu'en Centrafrique, l'histoire ne se contentait pas d'être répétitive jusqu'à la lie, mais qu'elle revenait à la figure tel un boomerang. Et pour illustrer leurs propos, ces deux journalistes de Jeune Afrique disaient que 10 ans après, c'est dans la suite 930 hein, de l'hôtel Hilton à Yaoundé, là où les autorités camerounaises avaient hébergé l'ex-président Ange Félix Patassé après sa chute, qu'il logeait son tombeur, François Bozizé, qui venait à son tour d'être chassé du pouvoir par les rebelles de la Séléka. Vous avez rappelé ici que nous sommes arrivés aux affaires après la chute du président Bozizé. Il faut aussi dire que son premier ministre de l'époque, celui qui est resté 5 ans à la primature comme son premier ministre, était justement Fossé Archange Touadéra, qui est aujourd'hui à la tête du pays. Après la chute de François Bozizé, il y a eu une transition qui a été mise en place, soutenue par les pays de la sous-région, de la CEAC. Cette transition a débouché sur l'élection en 2016 de l'actuel président Fossé Archange Touadéra, qui avait toutes les chances de son côté de relancer le pays, en tout cas de remettre le pays sur les rails, puisque pour la première fois dans l'histoire de notre pays, autant d'hommes politiques s'étaient rangés derrière Fossé Archange Touadéra en 2016. Il y avait de nombreux hommes politiques qui l'ont rallié entre les deux tours de la présidentielle, parce que justement, Touadéra disait qu'ils allaient, avec ses alliés, gagner ensemble pour gouverner ensemble. Donc, voilà, malheureusement, ce qui s'est passé après l'élection de 2016 est la conséquence, hein, a produit la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est la malgouvernance, c'est l'exclusion, la malgouvernance a été, si on peut mettre dans cette malgouvernance le fait que les autorités gouvernaient à coup d'incantation ou alors ils s'étaient alliés avec les groupes armés qu'ils considéraient comme des partenaires. L'actuel Premier ministre Firmin Grebada avait déclaré que les groupes armés étaient des partenaires du gouvernement. Donc, c'est cette politique hasardeuse que le président Touadéra a appelée une politique de main tendue, parce qu'à l'époque, quand nous autres, nous lui disons que la République centrafricaine, en tout cas l'État centrafricain, ne pouvait pas faire l'économie d'une confrontation armée avec les groupes armés si l'État voulait ramener la paix, la sécurité à l'intérieur du pays, le président nous disait
que lui n'était pas élu pour faire la guerre et que son option de main tendue était la bonne. Donc, ce qui arrive, je veux dire, malheureusement, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas plus que ce sont les alliés, ou si vous voulez, les ex-alliés du président Touadéra, qui, à la veille des élections du 27 décembre, ont décidé de rompre avec les accords de Khartoum qui ont été signés en février 2019 et de reprendre les armes. Ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé la Convention des patriotes pour le changement. Et puis, ils ont fait une main tendue à l'ancien président François Bozizé. Ils lui ont demandé de prendre la tête de cette Convention des patriotes pour le changement. Jusqu'à ce jour, l'ex-président François Bozizé n'a pas encore donné son avis, ne s'est pas encore clairement prononcé sur l'offre que les groupes armés lui ont proposée. Seulement, le pouvoir actuel l'accuse d'être derrière la CPC, y compris la mission des Nations Unies en Centrafrique, qu'il a maintes reprises citée comme étant l'instigateur de cette nouvelle coalition rebelle, mais sans en apporter la preuve. À l'heure où vous et moi, nous parlons, il n'y a pas de preuve tangible, concrète que Bozizé serait l'instigateur ou a été celui qui a suscité la formation de cette nouvelle coalition rebelle, même si, entre-temps, François Bozizé a demandé à ce que cette coalition rebelle soit soutenue par la population. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Oui, mais comment expliquer que après qu'il soit écarté de la course à la présidentielle de 2020, comment expliquer que celui justement qui va se retrouver encerclé avec autant des éléments de la rébellion aux portes justement des Bangui? Comment expliquer ça? Parce que l'homme, on le connaît sous Patassé, ce qu'il a fait à Patassé, et donc ce n'est pas étonnant que les soupçons aillent un peu plus vers Bozizé par rapport à la situation actuelle à Bangui. Il y a deux façons de répondre à votre question. Vous savez, l'ex-président François Bozizé était rentré d'exil. Bon, son parti dit qu'il est rentré sur le territoire centrafricain en octobre 2019 et qu'il est venu à Bangui en décembre 2019. Quand il est rentré, il n'a pas été inquiété. Il a repris ses activités politiques, il a redynamisé son parti politique, le KNK, il a organisé le congrès de ce parti, lequel parti l'a investi candidat, officiellement candidat à la dernière élection présidentielle, et personne ne l'a inquiété, encore moins la justice, alors que l'ancien président faisait l'objet, ou fait toujours l'objet de poursuites. En tout cas, la justice centrafricaine lui reproche des faits qui se seraient déroulés du temps où il était aux affaires, mais quand il est rentré, nul ne l'a inquiété. Donc, la logique aurait voulu qu'on le laisse se présenter à l'élection présidentielle. Malheureusement, sa candidature, vous l'avez dit au début de votre propos, a été invalidée par la Cour constitutionnelle. Lorsque sa candidature a été invalidée par la Cour constitutionnelle, le KNK, son parti, et lui, François Bozizé, ont publié un communiqué reconnaissant, en tout cas prenant acte de la décision de la Cour constitutionnelle de transition et demandant à la coalition de l'opposition de se désigner un candidat unique, candidat auquel Bozizé allait apporter son soutien. Donc, Bozizé est resté dans une dynamique politique bien après l'invalidation de sa candidature. Il y a même un candidat, en tout cas celui qui est arrivé deuxième à l'issue de la dernière présidentielle, je veux parler d'Anissé Georges Dologuélé, qui s'était rendu à Bossangwa, rencontrer Bozizé, discuter avec lui. Bozizé lui a apporté son soutien, même si l'accord politique n'a pas été formellement concrétisé et signé. Donc, Bozizé était rentré dans
était resté dans la dynamique politique. Et puis, dans le même temps, on va dire concomitamment, il y a eu la mise en place de la coalition rebelle de la CPC. Donc, on peut, si on veut être un peu retors ou si on veut être un peu léger, voir la main de Bozizé derrière la formation de cette coalition rebelle, d'autant que Bozizé avait déjà, en 2003, formé un groupe de rébellion qui est venu chasser le président Patassé du pouvoir. Mais on ne peut pas, parce que par le passé, Bozizé a été à la tête d'une rébellion, l'accuser cette fois d'être l'instigateur ou d'être le chef de la rébellion, de la coalition rebelle actuelle, tant que lui, Bozizé, il n'a pas fait une déclaration officielle disant qu'il est à la tête de cette rébellion, ou tant que les autorités centrafricaines n'ont pas apporté la preuve concrète, tangible, que Bozizé est derrière la formation de cette nouvelle rébellion. Mais en tout cas, au regard de tout ce que nous constatons, au regard de tout ce que les médias sur place transmettent comme information, tout porte à croire quand même que Bozizé n'a pas les mains propres par rapport à la situation actuelle. Mais comment expliquer en même temps que dans un document qui circule, que nous avons aussi reçu dans notre service de rédaction, comment expliquer que c'est Bozizé actuellement qui fait appel à la France en utilisant même le terme de la recolonisation de la Centrafrique? C'est-à-dire qu'il demande à la France de revenir en force en Centrafrique parce que pour lui, la situation est chaotique. Comment expliquer ça? Est-ce qu'il aurait souhaité vraiment en son temps que son opposant fasse autant, appeler la France pour la recolonisation de la Centrafrique? Est-ce que ce n'est pas une insulte même au pays, même au peuple centrafricain et même à l'Afrique entière? Au regard de ce document, quelle est votre réaction? Monsieur Kitoko, rien ne dit que c'est l'ancien président François Bozizé qui aurait rédigé ce courrier. Ce courrier a tout l'air d'être du faux, d'être un faux grossier, puisque nous apprenons par diverses sources qu'il y aurait un laboratoire, en tout cas une usine à fabrication de fake news qui serait installée à la présidence centrafricaine et qui cherche par tous les moyens à associer la France à la recrudescence de la violence actuelle dans notre pays. On cherche par tous les moyens à opposer la France et la Russie, alors que au lieu de faire une introspection, au lieu de chercher les causes de cette difficulté en nous-mêmes et de savoir que les raisons de ce conflit, de cette crise sont exclusivement endogènes, c'est parce que ces raisons ont trait à la malgouvernance, ces raisons ont trait à l'exclusion d'une bonne partie de la classe politique centrafricaine. Ces raisons ont trait au fait que beaucoup de nos compatriotes ne se reconnaissent pas dans les décisions qui sont prises en leur nom à l'heure actuelle. On cherche des boucs émissaires. C'est d'ailleurs pour cela que il y a un courrier dans ce genre qui avait circulé il y a 2 semaines au nom de ma modeste personne. On aurait dit que j'aurais écrit à l'ambassade de France à Bangui pour demander un soutien de l'ambassade de France pour mettre en place des émissions pro-françaises afin de contrer l'influence russe ou la campagne anti-française à Bangui, alors que je n'ai jamais rédigé un tel courrier qui était un faux grossier. Donc, tant que le président François Bozizé n'a pas dit clairement ou n'a pas exprimé clairement que c'est lui qui serait l'auteur, ce dont je doute mais vraiment,
serait l'auteur de ce courrier qui a tout l'air d'un faux. Le président Trump disait fake news. On ne peut pas aujourd'hui lui imputer la responsabilité d'une telle correspondance. On ne peut pas lui imputer le fait d'avoir saisi la France. Et puis, il faut se dire un certain nombre de vérités. La France apporte une aide budgétaire directe à la République centrafricaine. La France, à travers l'Union européenne, contribue à former les forces armées centrafricaines. La France, à travers l'Union européenne, a financé la tenue des dernières élections et continue d'apporter son soutien indéfectible à notre pays. Et puis, ce n'est pas en Centrafrique qu'on va faire en sorte qu'il y ait, comment dire, la recrudescence ou le retour de la guerre froide. Notre pays, qui est un pays enclavé, a besoin des partenaires extérieurs. Mais ce n'est pas en jouant Paris contre Moscou ou Washington contre Pékin. Nous avons besoin de tous les partenaires, hein, de tous ceux qui veulent bien nous aider, nous apporter des concours multiformes, et puis dans l'harmonie, dans la bonne entente avancée. Mais si on commence à exclure certains partenaires au profit d'autres, eh bien, on est très loin de sortir de l'auberge. Oui, mais d'accord, vous parlez de l'exclusion, mais qui exclut qui? Alors que Bozizé, par exemple, pour son cas, vous savez très bien qu'il y a un mandat qui pèse sur lui. Il y a un mandat qui n'a pas, et d'ailleurs, c'est Touandéra qui l'a même aidé à pouvoir revoir son procès et tout ça pour calmer la situation dans le sens justement de l'inclusion qu'il avait prôné. Maintenant, deuxième point. Vous savez très bien que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été tenue récemment en Angola par son président, qui est le président João Lourenço de l'Angola, avait justement félicité le président Touandéra pour sa réélection et condamné justement cette agression des rebelles vers Bangui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui à Bangui n'est pas supporté par l'ensemble des chefs d'État des Grands Lacs? Parce que cet acte, ce comportement a été condamné par les chefs d'État de la sous-région. Je vous disais que, en citant Jeune Afrique, que l'histoire était répétitive dans notre pays. La rencontre de Luanda, il y a 2 semaines, me rappelle tristement celle de Libreville en 2012, qui avait acté le partage du pouvoir entre le président Bozizé et l'opposition démocratique et la coalition rebelle de la Sénéca. Lorsqu'on lit le communiqué qui a sanctionné la mini-conférence des chefs d'État de la conférence internationale des pays de Grands Lacs de Luanda, à première vue, on peut penser que c'est un soutien indéfectible, sans faille, si vous voulez, un blanc-seing qui a été adressé au régime de Bangui. Mais lorsqu'on y regarde de très près, on se rend compte que finalement, c'est mi-figue, en tout cas, les conclusions de cette mini-conférence pour les autorités de Bangui sont mi-figue, mi-raisin. En tout cas, c'est mitigé. Pourquoi? Parce que le président Touadéra, en allant, en tout cas 2 jours avant d'aller à Luanda, avait, par le canal de son ministre des Finances, déploré le fait que la RCA perdait au moins 5 milliards avec le blocus de Bangui par les groupes armés. Donc, le président Touadéra est allé à Luanda pour demander une aide substantielle de la part des pays de la conférence internationale des pays de Grands Lacs, mais aussi l'envoi des troupes par l'Angola. Il n'a pas reçu l'aide financière, il n'a pas reçu les troupes. C'est vrai que la conférence l'a félicité,
ce que les autres organisations n'avaient pas encore fait. Et la conférence a condamné les rebelles en demandant aux rebelles d'observer un cessez-le-feu unilatéral. Mais la conférence a fait mieux, puisque la conférence a engagé le gouvernement centrafricain, en tout cas demandé au gouvernement centrafricain de négocier, de dialoguer avec l'ensemble des protagonistes de la crise centrafricaine. Et le président Touadéra a fait une déclaration il y a une semaine pour accepter l'idée du dialogue. Sauf que on se rend compte que son entourage est guère enclin au dialogue. Un est guère enclin à accepter l'idée même de cette concertation entre les forces vives de la nation. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, ceux-là même qui hier étaient avec le président Bozizé et lui demandaient de ne pas dialoguer avec la rébellion de la Séléka, aujourd'hui sont en train de demander au président Touadéra de ne pas dialoguer avec les protagonistes de la crise centrafricaine. Nous avons aujourd'hui dans notre pays des individus loufoques, des hurluberlus, si vous me permettez l'expression, qui tiennent un discours panafricaniste matiné de la sauce un peu dongo yongoro, donc la sauce gluante là de chez nous là, et qui demandent au président Touadéra de ne pas dialoguer. Il y a même un de ces ministres, chose impensable sur le continent africain, il y a un de ces ministres, pour ne pas le nommer, qui a déclaré publiquement, ouvertement, officiellement, que si le président Touadéra acceptait de dialoguer avec les rebelles, en tout cas acceptait de ramener le président François Bozizé dans le jeu politique, que lui, ce ministre-là, avec d'autres, ils allaient faire un coup d'État pour renverser le président Touadéra. À l'heure où on se parle, il n'est pas du tout inquiété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ministre était autorisé à s'exprimer ainsi. Autorisé par qui? On peut supposer par son patron direct. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le président Touadéra va de plus en plus s'isoler. Il va donner des arguments à ceux qui aujourd'hui veulent son départ, en disant que ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de paix. Et il va finalement décourager ses pairs qui lui apportent leur soutien. Ils vont comprendre que en réalité, le président Touadéra est le problème. En tout cas, est une grande partie du problème centrafricain. C'est exactement ce qui s'était passé en 2013, où les États de la CEAC ont été amenés à lâcher l'ancien président François Bozizé pour que la ligne rouge de Damara soit franchie par la rébellion de la Séléka, puisqu'il y avait des troupes de la CEAC dans le cadre de la MISCA qui étaient stationnées à Damara et dont la mission était d'empêcher par tous les moyens les troupes rebelles de la Séléka de rentrer à Bangui. Donc aujourd'hui, si le président Touadéra cède aux sirènes de quelques hurluberlus de son entourage et ne va pas vers une solution négociée pour que la paix revienne dans le pays, parce que nous savons dans quelles conditions il a été déclaré réélu, et puis la plupart des candidats à cette élection présidentielle, pour ne pas dire l'ensemble de la classe politique aujourd'hui, ne semblent pas ou ont déclaré, en tout cas les leaders politiques ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas sa réélection. Alors, lorsque ces opposants ne reconnaissent pas sa réélection, on se pose bien la question de savoir comment fera-t-il pour retrouver une légitimité, comment fera-t-il pour gouverner l'ensemble
des Centrafricains, à partir du moment où il n'a été élu que par 17% du corps électoral déclaré par l'autorité nationale. Ben, qu'est-ce que... Bon, le président Tandera, nous savons tous quand il a été élu lors de son premier mandat, en tout cas, il y avait eu une grande effervescence en Centrafrique et tout le monde avait espéré justement un grand changement dans ce pays-là parce que au finish, il venait terminer cette période de la transition qui consacrait justement le pouvoir à Madame Messamba Panza pendant un temps pour pouvoir ramener les choses dans l'ordre vers les nouvelles élections. Mais Tandera gagne les élections de manière démocratique. Il fait son premier mandat. Et même avant son premier mandat, toute l'opposition commençait à lui faire la guerre. Qu'est-ce que vous lui reprochez en ce moment-là précis, avant même les élections, avant la fin de son premier mandat, il était déjà sous le feu de l'opposition. Maintenant que le peuple lui redonne encore confiance, mais là, c'est vous qui dites, il n'a gagné que 19%, il n'a pas gagné les élections, donc il va de contestation en contestation, il est illégitime, il est tout. Mais il n'y a pas moyen, pour l'intérêt supérieur de la nation, de laisser M. Touadéra finir son mandat correctement et que vous qui êtes aujourd'hui dans l'opposition, vous qui avez été hier aux affaires, qui comprenez aujourd'hui que Touadéra ne fonctionne pas comme il fallait, vous n'avez pas fonctionné comme il fallait non plus parce que Touadéra à l'opposition, vous avez combattu. Bon, aujourd'hui, là je suis vraiment direct, monsieur l'ex-ministre, je suis direct en tout cas, aujourd'hui qu'il est là, vous ne pouvez pas tous vous dire pour l'intérêt supérieur de la nation, pour la paix dans ce pays, parce que ce pays ne connaît que des conflits en conflits. Et c'est encore un conflit de trop, il y a mort d'hommes de trop. Vous ne pouvez pas vous dire que cette fois-ci, pour l'intérêt supérieur de la nation, laissons-le terminer son mandat, mais que nous, l'opposition, nous nous organisions pour gagner les élections prochainement de manière démocratique. Est-ce que ceci ne peut pas arriver un jour en Centrafrique? Bon, j'espère que vous ne me mettez pas dans l'opposition lorsque vous dites vous de l'opposition. Non, moi, je n'appartiens vous n'êtes pas aux affaires actuellement. Vous n'êtes pas dans les affaires actuellement. Vous avez été sous la transition, n'est-ce pas? Vous n'avez pas travaillé avec Touadéra. Ben voilà, c'est ainsi que vous êtes tous dans l'opposition parce que quand je vous entends parler, en tout cas, c'est la diction de la rhétorique de l'opposant qui parle, hein, qui s'exprime. Mais quand je dis vous, ce n'est pas par rapport à vous personnellement, mais je parle vous en tant que groupement d'opposition qui est aujourd'hui en train de combattre le président Touadéra, qui venait d'être élu démocratiquement. Dire que je n'appartiens pas à l'opposition à Touadéra, je n'appartiens pas non plus à la majorité du président Touadéra, je ne combats pas le président Touadéra, j'analyse des faits, je donne mon point de vue sur sa gouvernance. C'est un point de vue qui peut être critique vis-à-vis de lui, mais cela ne fait pas pour autant de moi son opposant ou l'un de ses opposants. Pour vous répondre, vous savez que la démocratie a des règles. Et ces règles, ces principes doivent être respectés aussi bien par ceux qui sont aux affaires que par ceux qui sont dans l'opposition. Ces élections-là ont été organisées dans des conditions calamiteuses. C'est les élections les plus frauduleuses et les plus détestables qu'il y a jamais eu dans notre pays. Vous me diriez, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu la rébellion qui a empêché le déploiement d'un certain nombre de choses sur le terrain. Mais le jour où le président Touadéra a été investi le 30 mars 2016, il savait que dans 5 ans, il allait remettre son mandat en jeu. Et cela impliquait l'organisation de nouvelles élections. Or, on s'est rendu compte à quelques jours, à quelques mois des élections, que le régime n'était pas du tout prêt pour aller aux élections.
le régime a tenté de modifier la Constitution pour proroger le mandat à la fois des députés et du président, pour que le président reste aux affaires à l'issue de son premier mandat. Cette tentative n'ayant pas fonctionné, le pouvoir a décidé d'organiser les élections, y compris dans des conditions calamiteuses. Mais lorsque on est censé être réélu, lorsqu'on va à une compétition avec des adversaires, il faudrait qu'à la fin de cette compétition, le vainqueur et le vaincu puissent se saluer et fraternellement, en tout cas dans le cadre républicain, et que le vaincu puisse reconnaître au vainqueur qu'il a gagné selon les règles de l'art, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et c'est cette reconnaissance-là qui apporte une certaine légitimité au vainqueur. Tant que les vaincus ne reconnaissent pas la victoire du vainqueur en évoquant des fraudes, quand je vous dis que le président Touadéra n'a été élu qu'avec 17% de l'électorat, ce n'est pas ce que je dis. Ce ne sont pas des paroles qui viennent d'Adrien Poussou. Ce sont des chiffres statistiques qui sont sortis à l'issue de ces élections. Aujourd'hui, mon souhait en tant que citoyen centrafricain, mon souhait en tant qu'homme politique aspirant à gouverner ce pays demain, il faudrait que la paix revienne dans le pays. Il faut que la stabilité revienne dans le pays pour que le pays puisse amorcer son développement. Mais pour que la paix et la stabilité reviennent, il faudrait que ceux qui sont aux affaires engagent une politique d'union nationale. En tout cas, travaillent avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'est tout ce que l'on demande. Il faut apaiser le climat politique dans le pays. Et l'apaisement du climat politique passe par la concertation, passe par le dialogue. Vous savez, lorsqu'on ne se parle pas, lorsqu'on ne dialogue pas, eh bien, il y a une forte chance qu'on puisse se faire la guerre. Donc, le président devait dialoguer, y compris avec ses ennemis, pour les écouter, écouter leurs griefs et avancer. Je suis juste étonné qu'au moment où nous autres, nous lui demandions à l'époque de combattre les groupes armés, de faire la guerre, il nous disait qu'il n'était pas élu pour faire la guerre et qu'il allait tendre la main à tout le monde. Maintenant que cette politique de la main tendue a montré ses limites et a eu pour conséquence de renforcer les groupes armés qui contrôlent aujourd'hui 3/4 du territoire national, c'est à ce moment-là, alors que le pays est frappé par un embargo des Nations Unies et que l'armée centrafricaine manque cruellement de moyens, que le président, sur instigation des membres de son entourage, refuse de dialoguer, refuse la concertation et entend faire une guerre par procuration. Parce que la guerre qu'ils entendent faire aujourd'hui, c'est une guerre par procuration. Ils ont demandé l'aide du Rwanda, de la Russie, mais vous ne pouvez pas vous défendre en comptant sur les autres. Vous ne voulez pas envoyer les enfants d'autres, les soldats d'autres pays, faire le coup de feu à votre place. Et oui, mais autant vous étiez aux affaires, vous avez également fait une autre guerre avec les Balaka et les anti-Séléka, tout ça, sous Jotodia. Il y avait eu mort d'homme à l'époque, et nous le savons très bien. Et ça rentre, nous allons parler justement de la présence de la Russie. Quelle lecture faites-vous? Parce que nous savons que traditionnellement, c'est la France qui a la même mise sur la politique, en tout cas centrafricaine, mais la France est toujours là parce que Bozizé, je le rappelle, et je continue en tout cas à insister là-dessus, les services de Bozizé travaillent toujours pour que la France s'impose au regard de la mainmise que risque de prendre
la Russie au niveau de la Centrafrique. Quelle lecture faites-vous? Non, vous dites, vous savez, on voit la main de la France dans beaucoup de choses. Je vous ai dit tout au début de cette émission qu'on ne peut pas imputer à la France les raisons de nos propres torts. On le dit en droit, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. La Russie, chacun le sait, n'est pas une puissance. La Russie, c'est un pays en voie de développement. La preuve, la Russie fait partie des BRICS. Et aujourd'hui, ce n'est pas la Russie officielle qui est en Centrafrique. Il s'agit d'une société privée, Wagner. Même si cette société privée est dirigée par des gens dont on dit qu'ils seraient proches de Vladimir Poutine, mais ce ne sont pas des soldats russes qui sont à Bangui. Ce sont des mercenaires ukrainiens, syriens, égyptiens et autres qui travaillent pour la société privée Wagner qui sont à Bangui. Maintenant, vous n'avez aucune preuve de l'implication de la France, en tout cas du soutien de la France à la CPC. Donc, vous ne pouvez pas affirmer que la France apporterait son soutien à la CPC. Je vous ai dit que les causes du conflit centrafricain sont endogènes. Il ne faut pas continuer à porter un doigt accusateur sur l'extérieur, même si nous savons, nous ne sommes pas naïfs, qu'il y a des interférences extérieures. Mais vous savez que les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et je veux dire que si aujourd'hui, il y a une quelconque interférence d'un pays étranger dans la crise centrafricaine, c'est normal. Chacun essaie de défendre ses intérêts, chacun essaie de pousser ses pions. Mais c'est aux Centrafricains de défendre la souveraineté de leur pays, c'est aux Centrafricains de savoir où se trouve l'intérêt supérieur de leur nation. Voilà. Ni Kigali, ni Moscou, ni Paris construiront ou reconstruiront ce pays à notre place. C'est à nous, Centrafricains, de tout faire pour relancer notre pays. Mais lorsque le pays est en passe d'un conflit comme vous le traversez aujourd'hui, ce sont ces pays-là, les pays voisins, qui viennent toujours en appui pour aider justement le gouvernement élu démocratiquement et sécuriser les civils, les peuples innocents qui tombent toujours lorsque les dirigeants ne s'entendent pas entre eux. Mais je continue à rappeler, M. Adrien Poussou, que nous sommes en train justement de faire cette émission pour pouvoir éclairer l'opinion. Nous avons ici quelques questions qui arrivent, en tout cas dans notre régie. Des gens qui posent des questions que j'aimerais vous retenir une minute là-dessus. Voilà. Il y a une question qui est arrivée ici. Il y a une dame qui écrit de Paris, elle demande ceci. Elle dit, demandez à M. Adrien Poussou, l'ex-ministre, je l'ai connu en Centrafrique et je sais qu'il fut ministre de la communication. Il a fait beaucoup de papiers à l'époque. La question est la suivante. Vous souhaiteriez désormais, au regard de ce conflit, vous souhaiteriez qu'il y ait une nouvelle transition comme au temps de Mme Sama Panza que de laisser Touadéra terminer son mandat? Voilà la question. Je me suis déjà exprimé sur cette question. J'ai déjà dit que par principe, je suis contre l'idée même d'une transition. Et c'est justement parce que l'entourage du président Touadéra pense que nous allons nous acheminer au sortir de la concertation. Si jamais la concertation est organisée, il y aura forcément une transition. C'est pour cela qu'il y a ce blocage. Mais dialoguer ne signifie pas
qu'on va obligatoirement organiser une nouvelle transition. Mais dialoguer pourquoi? Une Pourquoi le transition, par dialogue? principe, Pourquoi le c'est un dialogue? quasi-régime. Pourquoi le dialogue? Vous avez déjà l'expérience du dialogue. Vous avez eu un gouvernement de transition à son temps. Vous avez quand même retenu la leçon de la transition. Vous êtes passé par l'élection de Touadéra de manière démocratique. Mais dialoguer, pourquoi encore? Quel dialogue? C'est juste pour se retrouver dans les affaires? Ou c'est parce que l'expérience de Mme Samba Panza n'a pas retenu l'attention de l'homme politique centrafricain? Qu'est-ce que vous cherchez dans les dialogues? C'est le partage du gâteau? En tout cas, quand vous parliez, au moment où vous me posiez votre question, il y avait une interférence, je n'ai pas bien suivi la question. Alors, est-ce que ce serait possible que vous répétiez votre question, s'il vous plaît? La question, c'est de savoir si, par rapport à la question que la dame venait de poser, celle qui a envoyé la question, c'est de savoir si la transition à l'époque de Mme Samba Panza n'a pas servi de leçon, d'exemple, n'a pas retenu votre attention sur cette expérience. Parce qu'après la transition, le gouvernement, le pays est passé par une élection démocratique et qui a consacré M. Touadéra, en tout cas, président élu démocratiquement. Maintenant que vous êtes dans cette lancée de la démocratie, pourquoi ne pas laisser M. Touadéra terminer son mandat? Pourquoi le dialogue? Est-ce que ce dialogue, c'est à la recherche du partage du gâteau? Voilà la question, messieurs. Monsieur Kitoko, le nouveau mandat du président Touadéra n'a même pas encore commencé. Pour que vous dites qu'il faut le laisser aller au bout mais il a été élu de son mandat. Ce mandat n'a même pas encore commencé. Comme en février. Ça, c'est dingue. Deux, nul ne s'oppose à ce que le président Touadéra puisse aller au bout de son mandat. La preuve, il a dirigé le pays comme bon lui semblait tout au long de son premier mandat, qui va s'achever le 30 mars prochain. Personne, à part ses alliés ou ses anciens partenaires des groupes armés, ont interféré dans la gestion du pays. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a une crise politique grave. Cette crise politique a empêché la tenue des élections dans de bonnes conditions. Ce qui s'est passé le 27 décembre dernier était tout sauf des élections démocratiques. Alors, cela pose un problème, une problématique de légitimité, à la fois de légitimité et de légalité. Alors, pour asseoir cette légitimité, il faudrait que le président de la République et les autres leaders politiques, en tout cas l'ensemble de la classe politique et la société civile, se retrouvent autour d'une table, discutent, échangent, que le président Touadéra écoute les griefs. Ça peut l'amener, ça peut l'aider à changer sa politique. Ça peut l'aider à changer d'option. Il faut qu'il écoute ses compatriotes. Et à l'issue de la concertation, on pourra envisager, en tout cas, comment dire, on trouvera moyen de relancer le jeu politique dans l'esprit républicain. Parce que à l'heure où on se parle, vous et moi, vous savez que le second tour des législatives, en tout cas, les conditions ne sont pas réunies pour que le second tour des législatives se tienne. Il se trouve que, même si on devait organiser les seconds tours des législatives, de nombreux leaders politiques qui ont des fiefs électoraux un peu partout sur toute l'étendue du territoire et qui ne peuvent pas s'y rendre, ne pourront pas être élus à l'Assemblée.
Donc, l'Assemblée nationale sera ipso facto une Assemblée nationale monocolore, c'est-à-dire composée uniquement des députés proches du pouvoir. Or, il y a une constance dans notre pays. Il y a une mémoire historique dans ce pays qui nous indique qu'à chaque fois qu'un chef d'État est élu dans notre pays, dans les circonstances pareilles, dans les conditions pareilles, ce chef d'État-là ne va pas au bout de son mandat. Voilà. Cela a été le cas. Cela a été le cas du président David Dacko en 1980. Cela a été le cas du président Patassé en 1999. Ça a été le cas du président François Bozizé en 2011. Le président Touadéra était son premier ministre. Et si le président Touadéra ne prend pas toute la mesure du grand danger qui guette le pays actuellement, il y a une forte chance que lui aussi ne puisse pas aller au bout de son mandat. Et oui, mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler en tout cas. J'appelle à la tenue de la concertation. Oui, il faut le rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent que ce que vous venez de dire, il faut qu'on le rappelle en tout cas par rapport aux faits historiques que lorsque vous citez le nom de Bozizé, ben, Bozizé, ce n'est pas un coup d'État qu'il a pris le pouvoir. Hein. Ce n'est pas un coup d'État qu'il a chassé Patassé. Hein. Et par la suite, on connaît la suite. Hein. On connaît la suite. Ce n'est pas un coup d'État. Hein. Et donc, il n'a pas. Nous pensons que ce n'est pas un bon exemple pour la démocratie en Centrafrique. Et donc, quand on voit aujourd'hui, je reprends vos mots, que les chefs d'État centrafricains ne terminent pas leur mandat, oui, mais il y a une culture des coups d'État en Centrafrique, tout simplement. Lorsqu'il y a cette menace d'un ministre proche du chef de l'État et qui tient ses propos, et vous êtes en train de renchérir ces mêmes propos, ça sous-entend qu'effectivement, le peuple centrafricain, enfin du moins les politiciens, comme on peut les appeler, centrafricains, sont dans cette logique de coup d'État. Pas du tout. C'est le leitmotiv qui amène, qui légitime le pouvoir en Centrafrique. Et derrière ça, c'est certain qu'il y a quelqu'un derrière, il y a des forces derrière. Moi, je suis un démocrate, M. Kitoko. Je suis un démocrate convaincu, incorrigible. Donc, par principe, je condamne la prise du pouvoir suprême par la violence armée. On n'accède au pouvoir qu'à l'issue des élections démocratiques, des élections transparentes, inclusives. Or, les élections qui se sont déroulées récemment n'ont pas été transparentes, n'ont pas été inclusives, et puis ont apporté plus de problèmes que de solutions. Voilà une deuxième question. Il faut intégrer que l'une des raisons, et là je vous rejoins, l'une des raisons de l'instabilité chronique dans notre pays, c'est cette manière d'accéder au pouvoir, de gérer le pouvoir et de conserver le pouvoir de l'État. Lorsqu'on y accède, la gestion du pouvoir fait souvent en sorte qu'une bonne partie de la classe nationale se sent exclue de la gestion du pouvoir. Vous savez, moi, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai écrit, et je l'ai soutenu publiquement, officiellement, ouvertement, que le président Touadéra a été élu et qu'il fallait le laisser gérer le pays avec ses hommes, avec sa majorité. Voilà. Mais quand on a dit ça, il faudrait que les règles démocratiques, après, soient respectées pour donner la chance à l'alternance. Voyez-vous, lorsque la possibilité même d'une alternance est obstruée, lorsque la gestion du pays crée des frustrations et des ressentiments, frustration et ressentiment sont des terreaux sur lesquels prospèrent justement
l'idée de contestation armée. C'est ce qui conduit obligatoirement à ce que nous connaissons dans notre pays. L'exclusion, la mauvaise gouvernance. Lorsque, en un rien de temps, on voit pousser des villas dans la ville de Bangui parce que des gens ont détourné l'argent de l'État, parce qu'il y a des nouveaux riches un peu partout, ça amène des frustrations. Et ces frustrations conduisent à qui arrive. Hein. Sous Patassé, ça avait existé. Sous Bozizé, n'en parlons pas. Et donc, Touadéra n'est que la continuité, justement, de cette gabégie financière. Et encore, lui, c'est un démocrate qui a été élu démocratiquement. Il était là pour servir les intérêts de la nation, non? Il a été élu démocratiquement, contrairement à Bozizé, qui est passé au pouvoir par un coup d'État, qui ne peut entendre que le son des armes pour baisser pavillon. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce raisonnement, même si je n'ai pas bien suivi la question, mais je ne voudrais pas rentrer dans ce raisonnement parce que le président Bozizé, il est vrai, est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, mais après, il a légitimé son pouvoir en organisant des élections démocratiques en 2005. Oh my God. C'est à l'issue de ces élections démocratiques en 2005 que le président Touadéra a été nommé Premier ministre. Donc, on peut dire que Touadéra était le Premier ministre d'un putschiste. Oui, bien sûr. Donc, il a pris la leçon. Mais voyez-vous, c'est un scientifique, c'est un intellectuel, hein, contrairement à Bozizé. Je ne veux pas rentrer dans ce raisonnement. Je sais que de nombreux chefs d'État en Afrique arrivent au pouvoir à l'issue d'une violence armée et puis après organisent des élections démocratiques et puis qui leur donnent l'onction démocratique. C'est ce que Bozizé a fait. Mais je ne veux pas aussi donner l'impression d'être un partisan de Bozizé ou d'être là à soutenir Bozizé. Non, je ne soutiens pas Bozizé. Je ne soutiens pas non plus la Convention des patriotes pour le changement, la CPC. Loin de là. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le pays est en crise et face au danger, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une concertation entre l'ensemble de la classe politique. Et j'encourage le président de la République à faire abstraction de tout ce que son entourage lui dit. Parce que ce que ces gens-là lui disent, c'est parce qu'ils pensent d'abord à leurs privilèges. Et ces gens qui sont des professionnels de la transhumance politique, qui étaient déjà avec Kolimba, qui ont roulé leur bosse avec Patassé, qui ont mangé avec Bozizé, Jotodia, Catherine Samapanza, et qui sont aujourd'hui avec lui, ils seront les premiers à le vouer aux gémonies. Ils seront les premiers à l'accuser, à dire qu'il est autiste, qu'il n'écoutait pas leurs conseils. Ah ben, à partir de ce moment-là, il faudrait que le président Touadéra ne puisse pas écouter ce que ces gens-là lui disent et qu'il puisse engager le pays sur la voie de la concertation, sur la voie du dialogue. Et puis, ensemble, après la concertation, après le dialogue, nous allons défendre notre pays. Nous allons maintenant considérer tous ceux qui vont prendre des armes comme des terroristes et les traiter comme tels. Et donc, vous allez finir par une autre période de transition comme au temps de Mme Samba Panza. Et à cette occasion, vous venez même de souligner, de citer le nom de Mme Samba Panza, de Catherine Samba Panza, qui avait géré le pays en cette période de la transition. Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon sous Mme Samba Panza en cette période de la transition? Qu'est-ce que vous avez appris comme leçon? Quelle expérience avez-vous? Je vous ai dit que par principe, moi, je suis contre les régimes de transition. Parce qu'un régime de transition est un quasi-régime. Ce n'est même pas un régime. Et pendant les transitions, il y a beaucoup de dérives parce que personne ne se sent responsable de la gestion du pays et tout le monde se permet un certain nombre de choses, notamment piquer dans les caisses de l'État et autres. Donc, moi, par principe, je suis contre les régimes de transition. Et puis, si vous me demandez quelles leçons
personnellement j'ai tiré de la gestion de Mme Catherine Samba-Panza, eh bien, je vous dirais que justement, je vous dirais ce que j'avais déjà dit. Une transition n'a pas vocation à rester, à se prolonger dans le temps, et qu'il faille sortir de la transition pour engager le pays sur la voie d'une démocratie pluraliste. Les régimes de transition sont des quasi-régimes qui ne fonctionnent pas. Donc, il faut rester dans le processus démocratique pour asseoir une démocratie saine. C'est mon souhait. Est-ce que vous êtes là? On termine la dernière partie de cette émission, après que nous ayons en tout cas suivi cet élément, et je vous recommande en tout cas de ne pas quitter le studio parce que nous allons revenir dans 2 minutes. Merci. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Voilà, nous sommes de retour pour la deuxième partie, la dernière partie de cette émission. Nous étions en train de parler justement du Plex avec M. Adrien Poussou, ex-ministre de la Communication et porte-parole de la primature du gouvernement de transition en 2013-2014 et 2015 également. Et donc, il était au four et au moulin justement de la politique centrafricaine au moment de la période de la transition, lorsque les rebelles de la Séléka et les anti-Balaka ont occupé la République centrafricaine. Et donc, ce sont eux justement qui sont venus au pouvoir. Et après quoi, Mme Catherine Samba-Panza avait donc géré le pays pendant la période de la transition. Après, il y avait eu des élections qui ont consacré M. Touadéra président de la République élu, en tout cas à la grande majorité et à la grande surprise justement de tous les opposants de l'époque. Et plus tard, après son premier mandat, le voici encore qui gagne encore les élections, mais qui sont contestées cette fois-ci par la classe politique centrafricaine. Et donc, nous sommes en train justement de voir avec M. Adrien Poussou les coulisses justement de ce qui n'a pas été, de ce qui n'a pas marché à cette époque. Voilà. Maintenant que Touadéra revient aux affaires, gagne les élections, l'opposition conteste, la Russie arrive justement sur appel du président de la République Touadéra pour sécuriser le pays, pour l'aider justement à sécuriser et à repousser les rebelles qui viennent attaquer donc son pouvoir, car actuellement, la capitale Bangui
est presque vraiment entourée des groupes rebelles qui ont bloqué justement toutes les entrées et donc la capitale Bangui risque d'avoir des problèmes économiques, en tout cas très inquiétants. Alors, nous sommes en train justement de discuter avec un M. Adrien Poussou. Et M. Adrien Poussou, nous devions terminer cette émission, mais nous constatons qu'il n'est pas joignable pour le moment. Et donc, nous serons obligés de clôturer, d'arrêter cette émission à ce niveau, parce que la dernière partie, en tout cas, de cette émission, devrait nous permettre de parler de lui, parce qu'il venait d'écrire un ouvrage justement qui s'intitule voilà, Centrafrique, République centrafricaine en toute franchise. Voilà, écrit par Adrien Poussou. Et donc, cet ouvrage, vous pouvez le retrouver chez Harmattan, vous pouvez le trouver un peu partout. Ben voilà, il nous rejoint. Nous sommes très contents de rejoindre M. Adrien Poussou. Voilà, M. Adrien Poussou, on ne pouvait pas vous voir pendant un temps, mais vous êtes revenu. Nous sommes maintenant à la dernière partie de notre émission où nous allons parler de vous. Parce que là, nous avons parlé de tout ce qui se passe au pays, de tout ce qui ne va pas au pays. Maintenant, les 6 minutes qui nous restent en tout cas, nous aimerions que vous parliez de vous par rapport à l'ouvrage que vous avez sorti récemment et que cet ouvrage est à la disposition justement des Africains. Alors, dites-nous en peu de mots le contenu de cet ouvrage et quel message vous en ressortez. Merci. Je m'excuse auprès de vous puisque, entre-temps, comme il y avait des interférences, j'ai cru que je n'allais plus revenir à l'antenne. J'ai défait ma cravate. Pour parler de... Vous savez que c'est toujours difficile, hein, il est toujours difficile de parler de soi. Donc, pour parler de mon bouquin qui est consacré à la République centrafricaine, en toute franchise, radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux, c'est un... comment dire cela? J'ai rassemblé dans ce livre toutes les chroniques que j'ai tenues sur ma radio, Bangui FM, pendant les 5 ans de la gouvernance du président Touadéra. J'ai analysé, j'ai observé, analysé, décrypté les faits, les décisions, les prises de position du président Touadéra. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ce mandat présidentiel-là était désastreux pour notre pays. Et j'ai expliqué que le président avait toutes les chances de son côté pour réussir là où les autres ont échoué, mais du fait qu'il s'est entouré des personnes peu qualifiées, du fait qu'il s'est entouré d'une coterie clanique et tribale, eh bien, justement, il a échoué. Donc, j'invite les téléspectateurs à acheter, à lire, à découvrir ce point de vue qui est le mien. Je ne dis pas que j'ai écrit un bréviaire. Mais je voudrais aussi vous parler d'un autre livre qui est sorti en septembre, toujours chez l'Harmattan, qui s'appelle, c'est un roman, Pourquoi j'ai tué Ronald, qui est la chronique d'une poignée de main mortelle. En fait, ce roman est un roman précurseur, puisque ça évoquait, ou ça évoque, si vous voulez, la chute de Donald Trump. On avait misé sur le fait qu'il n'allait pas être réélu. Et puis, le livre parle du fait que Donald Trump et Zokwezo, qui est le héros du roman, Zokwezo qui signifie tous les hommes naissent égaux, se sont retrouvés à Brazzaville. Et puis Zokwezo a utilisé une arme mystique et mystérieuse, Ndonga, qu'on ne retrouve qu'en République centrafricaine, pour faire disparaître le fameux Ronald, qui est en réalité Donald Trump. Donc, je profite de votre antenne pour inviter les téléspectatrices, je vais y arriver, et les téléspectateurs à acheter ce livre et à découvrir l'histoire. Voilà, le message est passé, M. Adrien Poussou. Nous allons terminer l'émission. Juste 2 questions simples par rapport au premier thème de notre émission de ce soir. Vous avez fait appel au dialogue. Ça, c'est le souhait de tous les Centrafricains, je suppose. Admettons qu'aujourd'hui, le dialogue soit déclenché en Centrafrique.
Maintenant que vous êtes loin du monde, très loin, on ne peut pas citer le coin du monde où vous vous trouvez, moi je le sais. Admettons que là, maintenant, demain matin, il y a eu un message qui passe dans les médias. Vous faisons appel en Centrafrique pour participer au dialogue. Est-ce que vous iriez à ce dialogue? Les dieux de la technique commencent à nous lâcher. Je n'ai pas suivi ou bien écouté parce qu'il y a une interférence. Si vous pourriez aller au cas où on vous faisait appel pour le dialogue. Écoutez, vraiment, je remercie votre chaîne de m'avoir invité et de s'intéresser à la situation de notre pays, à la situation de la République centrafricaine. Ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine peut se passer en RDC, peut se passer au Cameroun, au Tchad et ailleurs. C'est qu'il s'agit de questions qui ont trait à la gouvernance. Il ne faudrait pas que les citoyens dans un pays pensent qu'il y a des privilégiés d'un côté et les non-privilégiés de l'autre. Il n'y a pas le pouvoir d'un côté et les opposants de l'autre. Il n'y a que nous citoyens africains, il n'y a que nous citoyens d'un pays qui aspirons à un mieux-être, qui aspirons au bonheur et qui devons travailler pour que vienne le bonheur, pour que vienne le succès, pour que le pays se développe. Il n'y a que nous, peuple. Alors, il faudrait que nos dirigeants puissent intégrer cela dans leur logiciel de pensée et que les opposants aussi, ceux qui aspirent à gouverner, à diriger le pays aussi, doivent intégrer cela dans leur fonctionnement en sachant, en se disant qu'il n'y a pas les uns et les autres. Il n'y a que nous. Voilà ce que je pourrais dire comme cela, même si je n'ai pas suivi votre question. Mais en tout cas, c'est avec ces mots que j'aimerais conclure cette émission. Merci, M. Adrien Poussou. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre disponibilité. Nous comprenons que les aléas techniques peuvent arriver, hein, même à la fin de l'émission comme ça. Mais bon, ce n'était pas aussi grave parce que vous avez quand même pris la dernière partie de la question qui a été posée. Vous avez quand même répondu et les téléspectateurs vous ont suivi. Tous ceux qui nous suivent en Afrique vous ont suivi, y compris vos compatriotes centrafricains vous écoutent parce que nous avons ici quelques centrafricains qui nous écrivent, qui nous envoient des questions. Nous allons vous transmettre ces questions autrement et vous serez justement au courant de ce que vos compatriotes ont dit ce soir. Merci en tout cas pour avoir été présents, merci pour avoir été nombreux. Nous n'avons pas pu lire tous les questionnaires, en tout cas que nous avons ici à notre écran. Il y a beaucoup de questions qui nous sont envoyées par beaucoup de téléspectateurs, mais nous ne pouvons pas lire toutes les questions pour adresser à M. Adrien Poussou. Voilà. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission et nous espérons en tout cas que vous avez appris quelque chose ce soir sur la situation politique en République centrafricaine. Nous serons là toujours, comme d'habitude évidemment, pour vous apporter une autre information dans un autre pays du continent africain. Nous sommes là pour ça sur Canal Africa 54. Vous êtes serviables, vous êtes les nôtres, nous sommes les vôtres. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref,
Nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.